Et pour évoquer plus en détail la situation en Afghanistan, on retrouve en direct notre invité. Bonjour Romain Maléjac. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques au SICAM, également auteur du livre Warlord Survival, The Delusion of State Building in Afghanistan. Vous pardonnerez mon accent. Première question. Avec vous, on a vu dans le petit sujet qui nous a précédé le président Rani se rendre à Mazar-i Sharif pour soutenir les troupes. Est-ce que cette visite peut changer les choses selon vous ? D'une certaine manière, cette visite est importante. Je ne sais pas si elle peut changer les choses, mais elle est importante parce qu'elle consiste à rallier les chefs de guerre que Ashraf Rani s'était été forcé de marginaliser dans les années qui ont passé. Donc, le maréchal Dostum, comme il a été mentionné dans le sujet, qui était son vice-président, qui n'a pas été reconduit pour son deuxième mandat, et Oussad Atta, Mohamed Nour, qui était gouverneur de la province jusqu'en 2018, quand il a été démis de ses fonctions par Ashraf Rani. Et donc, peut-être que là, on va voir un effort de guerre uni entre les forces de sécurité de l'armée afghane et les milices de ces chefs de guerre. Et c'est peut-être le moment où on peut avoir un front uni donc, pour cette lutte contre le Taliban, et ce serait ça le véritable tournant. Front uni, donc vous l'évoquez. D'ailleurs, les Américains, pour rebondir sur votre remarque, ont critiqué pour leur retrait de l'Afghanistan, l'affirment les forces afghanes. Elles ont bien les moyens de repousser les talibans, selon elles, notamment grâce à leur domination aérienne. Est-ce que c'est vraiment le cas, selon vous ? Alors, on pensait en tout cas que c'était le cas pendant un certain temps, et on voit que les talibans ont avancé très rapidement. Cela dit, les forces de sécurité afghanes ont quand même une certaine capacité de frappe et de résistance. Donc on peut penser que ces forces vont réussir à tenir les grandes villes, notamment aidées par la force aérienne américaine, dans un premier temps, en tout cas pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être. Mais c'est véritablement le grand tournant, parce que si Mazar tombe, là la situation va devenir catastrophique. Et on ne pourra pas empêcher les talibans de reprendre le pouvoir. Un mot sur le profil également de ces talibans avec vous. Sont-ils les mêmes qu'au moment de l'invasion américaine ? On les dit plus hétéroclites dans leur composition et aussi enrichis par le trafic de drogue. C'est le cas ? Oui, ils sont plus disparates. Ils ont réussi à recruter au-delà de leur ethnie d'origine, qui est l'ethnie Pashtun. Donc, on a beaucoup plus de soldats, de combattants, ouzbeks, par exemple. Mais dans le leadership, c'est toujours largement dominé par les mêmes individus et les individus Pashtun. Et on voit également qu'ils se sont largement organisés, hiérarchisés, adaptés, et également enrichis effectivement à travers le trafic de drogue, mais également grâce aux postes frontières, aux postes douaniers, également par la taxe, l'impôt aux populations. Donc ils ont un nombre de ressources qui est relativement diversifié. Il ne faut pas non seulement se focaliser sur la drogue. Les talibans se sont emparés de Faizabad. La ville n'avait pas été conquise depuis les années 90. C'est le symbole de leur force, selon vous. Quelle est la réalité de leur force sur le terrain militairement ? Alors ça, c'est très symbolique justement, parce que Faizabad n'était pas tombé dans les années 90, mais dans les années 90, c'était pas du tout le même type d'affrontement. On avait une guerre de position avec des lignes de front, et donc le nord-est était vraiment le bastion de l'Alliance du Nord. Donc c'est aussi ça qui explique que Faizabad n'était pas tombé à l'époque, et le Badr-Khan était le bastion du leader du Jamiat al-Islami, qui était à l'époque le président officiel de l'Afghanistan. Depuis, il a été abattu par les talibans. Et on voit également qu'il y a d'autres factions, notamment des talibans pakistanais, qui ont infiltré le Badr-Khan et qui ont également diversifié la composition de ces talibans dans la province du Badr-Khan, ce qui explique également pourquoi aujourd'hui Faizabad est tombé. Dernière question avec vous. Beaucoup d'Afghans ont fui les combats avec l'avancée des talibans. Certains ont notamment pris la direction de l'Iran pour ensuite se rendre en Turquie. C'est en tout cas leur souhait. Faut-il craindre une crise humanitaire selon vous ? Oui, la crise humanitaire est en cours. De toute façon, on voit, oui, effectivement, que les populations afghanes sont dans la plus complète détresse, qu'ils ont peur, qu'ils luttent pour leur survie. Donc, même si l'Iran a déclaré avoir fermé les frontières, de toute façon, les Afghans qui peuvent se le permettre vont fuir vers l'Iran, vers le Pakistan, vers l'Asie centrale, puis ensuite la Turquie, éventuellement l'Europe. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est organiser
la réception de ces populations et faire en sorte que ces populations puissent être accueillies correctement au lieu d'essayer de les empêcher de fuir comme ça a été longtemps le cas. Un dernier mot, vous évoquiez au début de notre entretien la chute possible de Mazar-i-Sharif qui serait une sorte de verrou qui sauterait. Est-ce que, dans ce cadre, et dans Kaboul, la capitale peut-elle tomber rapidement ? Alors, Mazar-i-Sharif, c'est une des 5 plus grandes villes d'Afghanistan, et donc ce sont les villes qui sont les plus difficiles à conquérir pour les talibans. Et avec un regroupement des forces militaires afghanes, on peut supposer que l'armée afghane va être en mesure de tenir ces villes. Mais si Mazar tombe, ça veut également dire que les autres villes peuvent tomber. Herat peut tomber à son tour, Kandahar peut tomber à son tour. Et dans ce cas-là, on voit difficilement comment le gouvernement pourra rester en place et pourra tenir économiquement, politiquement, militairement, si les talibans parviennent à couper l'intégralité du Nord au gouvernement. Merci beaucoup, Romain Maléjac, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques, donc au SICAM. Encore merci d'avoir répondu à nos questions sur France 24.